Alors, ce séminaire, il est organisé dans le cadre. Ce séminaire, il est organisé dans le cadre donc, du comité d'histoire chargé des ministères chargés de la jeunesse et des sports, hein, qui est un comité d'histoire qui vise à faire l'histoire de l'ensemble des domaines couverts par, pour aller très vite, l'administration jeunesse et sport. Et sur une idée au départ de Francis Lebon, qu'il avait annoncé il y a déjà quelques années, on a profité du développement de la visioconférence dans le contexte que nous connaissons pour lancer donc ce projet de réunir régulièrement autour d'un intervenant, généralement un témoin, des personnes qui sont intéressées par les enjeux autour des rythmes de l'enfant, puisque, pour ce qui concerne l'administration jeunesse et sport, ce n'est pas uniquement, bien entendu, les rythmes scolaires, mais plus largement les enjeux liés au rythme de l'enfant. Donc nous avons, c'est la 3e séance de ce séminaire en ligne, qui vise en particulier à toucher un public, on va dire, universitaire, mais aussi des fonctionnaires de l'administration jeunesse et sport. Et c'est un des intérêts de la visioconférence que de permettre de toucher des personnes qui ne résident pas nécessairement en région parisienne et qui ne sont pas simplement non plus des retraités. Comme ça pouvait être le risque, on va dire, d'un séminaire classique organisé en région parisienne, comme a pu le faire dans le cadre d'un centre de manifestation le comité d'histoire. L'objectif, c'est, à travers donc ces séances, d'aborder les différentes politiques qui ont pu être mises en œuvre dans le cadre des politiques jeunesse et sport, mais aussi les rapports que ces politiques entretiennent avec les experts. Donc c'est aujourd'hui le cas avec Claire Lecomte, mais également les collectivités locales. On espère, on compte l'année prochaine, c'est certain, prolonger ce séminaire par de nouvelles séances. Et puis, en fin d'année universitaire prochaine, au mois de juin, avoir une séance peut-être d'une journée, sous la forme d'une journée d'études, qui permettrait de faire le bilan de ce que nous avons pu recueillir au cours de ces séances en ligne, et éventuellement envisager des modalités de poursuite, pourquoi pas sous la forme d'un colloque. L'objectif des séances étant de balayer les différentes thématiques liées à ces enjeux des rythmes de l'enfant. Alors nous avons eu 2 séances jusqu'à présent. Une première qui était un balayage historique sur les enjeux de la réforme des rythmes scolaires depuis le 19e siècle, parce que c'est une très vieille question. Donc c'est Julien Caron de l'Université de Picardie qui nous a présenté ces éléments. Et nous avons eu ensuite Francine Labadie, une ancienne responsable de la recherche à l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, qui nous a présenté son double regard, celle d'acteur, d'actrice, je ne sais pas comment on doit dire, et d'analyste politique porté sur plus spécifiquement les enjeux de la période de 1995-2002, lorsqu'en particulier elle était chargée au sein de ce qui s'appelait le César, de l'évaluation des expériences d'aménagement des rythmes de l'enfant. Donc aujourd'hui, nous accueillons Claire Lecomte, que je remercie d'accepter notre invitation, et je laisse à Nicolas peut-être le soin de la présenter. Oui, alors merci beaucoup, et puis donc merci beaucoup Claire Lecomte d'avoir accepté de participer à cette séance de séminaire sur les rythmes de l'enfant du comité d'histoire jeunesse et sport. Alors je rappelle à la fois l'intitulé du comité d'histoire et puis l'intitulé du séminaire, parce que ça va résonner particulièrement avec un certain nombre d'éléments que je vais indiquer pour votre présentation. Donc, Claire Lecomte, vous êtes professeure émérite de psychologie de l'éducation, et nous vous accueillons pour une communication intitulée « Rythme de l'enfant, retour sur un travail de recherche et d'expertise
1985-2012. Donc, on va avoir un certain nombre d'évolutions qui vont être énoncées, présentées, des débats et éventuellement des tensions. On pourra y revenir. Alors, quelques mots pour vous présenter. Alors, depuis les années 80, et vous avez travaillé sur la question des rythmes et sur l'aménagement des temps scolaires. Et à partir de 1985-1986, vous avez déjà participé à un projet de construction d'un projet éducatif dans un groupe scolaire du département du Nord, dans la ville de Villeneuve-d'Ascq plus précisément. Et puis, parallèlement, vous avez développé des travaux autour de la question du sommeil et réalisé plusieurs recherches financées par le ministère Jeunesse et Sport. Et d'ailleurs, à cette occasion, vous avez eu l'occasion de travailler avec plusieurs personnes qui participent régulièrement à ce séminaire Histoire, Jeunesse et Sport. Vous avez été membre d'une institution que l'on a évoquée lors de la dernière séance, le César devenu César. Donc, on pourra y revenir pour ceux qui n'avaient pas assisté à la séance précédente. Et vous avez participé également à l'évaluation de plusieurs sites pilotes en matière d'évolution des rythmes. Vous avez été d'ailleurs à ce titre présidente du comité d'évaluation de la ville de Strasbourg. Donc, on voit bien à travers ces quelques éléments la dimension recherche et la dimension expertise qui a animé une longue partie de votre carrière. Vous avez également eu des relations plus ou moins étroites avec différents ministres de l'Éducation nationale. Et d'ailleurs, on pourra y revenir, d'ailleurs, sur, notamment au moment de la discussion sur les liens potentiels entre le ministère de l'Éducation nationale et puis le ministère Jeunesse et Sport sur ces questions-là. Et donc, vous avez une très bonne connaissance de l'institution scolaire par les différentes fonctions que vous avez pu occuper, à la fois sur le versant de votre carrière universitaire et puis la dimension recherche et expertise. Enfin, parmi les nombreuses publications que vous avez produites, nous pouvons citer l'ouvrage paru en 2011 aux presses universitaires du Septentrion intitulé « Des rythmes de vie au rythme scolaire, quelle histoire ?» avec un point d'exclamation. Et ça nous permet de faire le lien avec l'intitulé du séminaire et puis l'objet qui nous réunit aujourd'hui. Alors, on va voir éventuellement au fur et à mesure de votre exposé et puis peut-être au niveau des échanges qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ce point d'exclamation. Mais en tout cas, on va pouvoir vous écouter maintenant sur votre expérience. OK. Vous laissons la parole. Merci à vous. Alors peut-être revenir un petit peu sur tout ce que vous venez de présenter de moi par rapport à mes expertises, etc. Il faut que vous sachiez aussi que quand en 89, la loi Jospin est parue, elle avait créé les IUFM. Et à cet égard, elle avait proposé aux universités qu'ils souhaitaient de mettre en place un module spécifique de formation pour les étudiants qui voulaient passer le concours de l'IUFM. Donc évidemment que j'ai sauté sur cette occasion et j'ai créé un module de formation en licence de psychologie pour tous les étudiants qui se destinaient à devenir professeurs des écoles. Donc c'était forcément un module de psychologie de l'éducation avec des collègues qui m'accompagnaient bien évidemment dans ce module pour donner à ces futurs professeurs des écoles toutes les connaissances nécessaires pour aussi bien connaître l'enfant en situation d'apprentissage, mais également l'environnement dans lequel il doit être pour que les apprentissages se fassent le mieux possible. Et dans le même cadre d'idées, Jospin avait créé aussi ce qu'on appelle le DEPS, le diplôme d'état de psychologie scolaire, qui permettait de former des anciens instituteurs ou professeurs des écoles à devenir psychologues scolaires. Donc, dans le même ordre d'idées, j'ai créé le centre de formation des psychologues scolaires de Lille, que j'ai dirigé pendant plus de 20 ans. Et c'est tout ça aussi qui m'a permis de bien connaître l'école dans son fonctionnement et d'être en lien constamment direct avec les enseignants. Et ça a été très important pour moi dans tous les projets que j'ai pu construire,
parce que les enseignants, quand je voulais discuter avec eux, voyaient bien que je connaissais parfaitement bien ce monde-là, et finalement étaient à l'écoute de ce que je pouvais leur apporter comme aide. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, vous me parliez du livre que j'ai publié en 2011. J'ai publié un ajout en 2014, et cette fois, je l'avais intitulé Des rythmes de vie au rythme scolaire, une histoire sans fin. Parce que j'ai l'impression qu'on n'en finira jamais de changer de rythme chez nous. Et on a l'impression parfois que les enfants sont des balles de ping-pong dont se servent les adultes pour se les renvoyer les uns les autres. Alors c'est 4 jours, 4 jours et demi, 4 jours, 4 jours et demi, etc. Et ça n'arrête pas. Je trouve ça dramatique parce qu'il y a des enfants qui finalement perdent un peu la boule dans tout ça, et on les comprend. Donc effectivement, vous pourrez me poser la question du point d'exclamation, mais du deuxième point d'exclamation aussi, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me gêne énormément. Alors de fait, j'ai travaillé depuis très longtemps sur les rythmes de vie des enfants, sur leur rythme biologique, puisque le premier travail de recherche que j'ai fait, il date du début des années 80, 81, 83, où là j'ai travaillé au CHR de Lille, dans le service d'accueil des grands prématurés, tout simplement parce qu'on s'était rendu compte que ces bébés, en grandissant, avaient souvent des troubles du sommeil. Et la question qu'on s'était posée était de savoir si finalement le premier environnement de vie était bien adapté à leur développement. Et donc, avec une de mes collègues qui travaillait sur d'autres champs, nous avons mis en place un aménagement de l'environnement de vie de ces bébés, et on les a suivis pendant 3 ans. Et ça a été tout à fait profitable, puisqu'effectivement, on a constaté qu'à partir du moment où cet aménagement de l'environnement avait été fait et pouvait vraiment bien fonctionner, on avait permis à ces bébés de développer normalement leur rythme veille-sommeil, au point tel qu'arrivés à l'âge normal du terme, ils avaient exactement le même rythme veille-sommeil que les bébés nés à terme. Ce qui n'était absolument pas le cas des bébés qu'on appelait témoins, qui eux n'avaient pas bénéficié de cet aménagement de l'environnement et qui avaient un vrai retard dans le développement de leur rythme veille-sommeil, ce qui expliquait en grande partie les troubles du sommeil qu'on remarquait par la suite dans leur développement. Donc évidemment, ce service ensuite a aménagé tout l'environnement pour tous les bébés de cette façon-là. Mais ça a été quelque chose de vraiment important pour moi, parce que c'était la preuve qu'un environnement bien aménagé permet un développement de qualité. Et donc, c'est dans cette optique-là que je me suis ensuite intéressée à l'école et aux enfants scolarisés. Et le tout premier projet auquel j'ai participé, vous le disiez tout à l'heure, c'était à Villeneuve-d'Ascq. Effectivement, c'était en 85-86. C'était un groupe scolaire dans lequel les enseignants s'étaient aperçus qu'en début d'après-midi, les enfants avaient quand même beaucoup de difficultés à rester attentifs quand il fallait l'être pour les apprentissages qu'ils étaient en train de faire. Donc, c'était dans le cadre des CAT, contrat d'aménagement du temps de l'enfant, que ce projet a été monté, et il a donc été décidé de libérer ces débuts d'après-midi en y plaçant des ateliers. Mais ce qui a été intelligent de la part de ces enseignants, c'est qu'ils n'ont pas laissé ça à l'extérieur. Ils ont décidé que ça serait partie du temps scolaire. Et donc, en fait, ils travaillaient en binôme avec un intervenant extérieur, ce qui permettait de faire des groupes allégés. Et les deux travaillaient de concert sur cet atelier dans l'ensemble de l'école. C'était donc un temps obligatoire. Par contre, ces ateliers prenaient la place du périscolaire en fin de journée. Cette fois-ci, ça n'était plus obligatoire, mais pour certains enfants, ça leur permettait de continuer si vraiment ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. En fait, on s'est très vite rendu compte de l'intérêt de ces ateliers, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que ce projet ne s'est pas arrêté à ça. Ils ont eu aussi, c'est l'équipe pédagogique qui a eu une idée vraiment très intéressante. Ils ont fait un projet qu'ils ont déposé au niveau de l'inspection académique
pour demander une demi-heure quotidienne supplémentaire à leurs horaires scolaires. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour ouvrir l'école plus tôt, une demi-heure plus tôt, c'est-à-dire qu'ils l'ouvraient à 8h30, mais les cours ne commençaient qu'à 9h. Mais dès 8h30, tous les enseignants étaient là et ils accueillaient tous les enfants qui y venaient. Et ça a été excessivement intéressant. D'une part, parce qu'on s'est rendu compte que la première année, on avait un nombre non négligeable d'élèves qui décidaient de se coucher plus tard le soir en se disant, puisque je vais plus tard à l'école, je pourrais me lever plus tard. Mais finalement, quand ils voyaient le bien-être des enfants qui étaient là depuis 8h30 et tout ce qu'ils racontaient qu'ils avaient pu faire pendant cette demi-heure, y compris parfois poser des questions à l'enseignant sur des choses qu'ils n'avaient pas comprises aux leçons qu'ils avaient à apprendre, ben ça les a fait venir. Et dès la deuxième année, tous les enfants étaient là pratiquement à quelques unités près, dès 8h30, pour bénéficier de cette fameuse demi-heure du matin. Donc ça, c'était le projet. Et c'est avec une de mes collègues, Dominique Hautequette, que nous avons été chargés d'évaluer ce projet. Et en fait, on a fait pas mal de constats par rapport à ça. On s'est rendu compte que ces ateliers faits avec les binômes permettaient vraiment aux enfants de comprendre le sens des apprentissages qu'ils faisaient. Parce qu'à chaque fois, c'était des ateliers très concrets qui reprenaient des choses qui avaient été apprises de manière abstraite en classe et qui permettaient aux enfants de comprendre, de visualiser ce qui se passe quand on utilise ces choses abstraites que parfois ils ne comprenaient pas forcément à l'école. Je peux prendre 2 exemples. Il y a un exemple qui était qu'en classe, certains élèves apprenaient les principes de la symétrie de manière abstraite, parce qu'on n'a pas le temps en classe de tout faire. Donc, c'était abstraitement qu'ils avaient appris ça. Et pendant les ateliers, ils avaient mis en place des jeux de miroirs. Et grâce à ces jeux de miroirs, les enfants ont pu visualiser les symétries qu'ils apprenaient de manière abstraite et ont compris à quoi ça peut servir. Donc, c'était vraiment très intéressant. Un autre exemple que je peux prendre, c'est que les enseignants apprenaient également toutes les différentes opérations, mais toujours de manière assez abstraite. Et pendant ces ateliers, on reprenait ça, mais en proposant aux enfants de venir à l'atelier, en tout cas, de l'école, avec des factures de la maison ou avec des tickets de caisse. Et c'est sur la base de ces factures et de ces tickets de caisse qu'on reprenait ces principes d'opération et que les enfants, finalement, comprenaient le sens de ce qu'ils avaient appris de manière abstraite. Donc, je pourrais prendre des tas d'exemples comme ça, mais ça, c'était le principe des ateliers qui avaient lieu de 14h30 à 15h15. C'était de donner du sens aux apprentissages que faisaient les enfants de manière plus abstraite. Et effectivement, dans les évaluations qu'on a faites, on s'est rendu compte à quel point ça avait permis à ces enfants de mieux comprendre que les apprentissages qu'ils font en classe, ça peut servir dans le monde quotidien. Pas uniquement pour la classe et pour avoir des bonnes notes, mais dans le monde quotidien, parce que dans tous les ateliers, c'était ce qui était fait. Ça a été vraiment très, très, très intéressant, parce que c'était un quartier en grande difficulté, avec beaucoup d'enfants qui étaient en difficulté scolaire, et on les a vus complètement se transformer grâce à ce projet-là, et en particulier grâce à la demi-heure du matin. Ça a duré assez longtemps, puisque les ateliers ont pu tenir une quinzaine d'années, mais malheureusement, avec les changements politiques successifs, il y a eu des baisses importantes du point de vue des financements, et un peu à la fois, ils ont dû obligatoirement supprimer ces ateliers-là. Par contre, la demi-heure du matin, elle est restée beaucoup plus longtemps encore. Mais elle a été aussi, elle, très, très importante, parce qu'on s'est rendu compte que grâce à elle, il y a eu beaucoup plus d'échanges entre les enfants qui parlaient de leurs idées, de ce qu'ils avaient envie de faire, mais qui parlaient parfois aussi de leurs problèmes, alors qu'ils n'avaient jamais beaucoup de temps pour le faire. Et les relations élèves-enseignants se sont absolument transformées grâce à cette demi-heure du matin.
Donc tout le monde voulait la conserver, les parents les premiers. Et en fait, les parents qui au départ étaient un peu sceptiques ont très vite dit qu'ils espéraient que grâce à ce projet, les résultats scolaires de leurs enfants allaient évoluer. C'est vrai que ça s'est produit au bout d'un certain temps. Et ils trouvaient aussi que grâce aux ateliers, leur entrée en sixième serait moins difficile, ce qui a été vrai également. Donc ça, c'était le premier projet qu'on a fait. Et en fait, les évaluations qu'on a faites ont prouvé aussi que grâce à la demi-heure du matin, ces enfants sont devenus beaucoup plus assertifs et ils avaient une estime d'eux-mêmes qui avait été largement améliorée grâce aux échanges qu'ils ont pu construire pendant tous les jours, pendant cette demi-heure du matin. Donc, ne serait-ce que ça, c'était assez formidable pour ces enfants dans ce quartier-là. Avec ma collègue Dominique Auquette, on a publié un rapport qui a été déposé à l'ADEP, à la direction de l'évaluation et de la prospective, en 1992. Et je crois malheureusement que ces rapports restent au fond d'un tiroir et ne sont jamais repris quand on lance des réformes. Parce que je prends pour modèle la dernière réforme et je m'aperçois qu'on n'a aucune connaissance de ce qui s'était fait avant pour avoir de nombreuses fois rencontré la chargée de mission. Elle n'était absolument pas au courant de ce qui avait pu se faire auparavant. Et c'est très dommage, parce que si on s'était appuyé un petit peu sur ces expertises, il y a des tas d'erreurs qui n'auraient pas été faites. Ça, c'est certain pour moi. Donc ça, c'était le tout premier projet dans le cadre des CAT. Le 20 janvier 1992, j'ai soutenu mon HDR. Mon HDR, elle s'intitulait Rythmicité des activités attentionnelles chez l'enfant, apport théorique et les propositions pratiques. En fait, ça a été un moment important, parce que les 5 membres du jury qui étaient de mon jury d'HDR étaient tous des chercheurs en psychologie cognitive dans des domaines un peu différents et qui étaient internationalement reconnus. Et à la fin de mon HDR, les 5 m'ont dit que c'était vraiment un travail d'une part très original en psychologie cognitive, mais aussi très important parce que ça a permis de comprendre autrement certaines questions de la psychologie cognitive. Et un de ces membres du jury était prof de psychopathologie et avait dit que ça avait permis aux psychopathologues d'avoir de nouvelles questions et finalement de comprendre certains faits qu'ils ne comprenaient pas. Et c'est vrai que c'était innovant à l'époque parce que personne ne travaillait dans ce domaine-là du point de vue de la recherche véritablement. Et je dois vous dire également que ça a permis à certains de mes collègues qui avaient l'habitude de faire des expériences avec des enfants dans lesquels ils faisaient des groupes d'enfants, parce qu'ils ne pouvaient pas les faire passer tous en collectif, ils faisaient des groupes d'enfants à qui ils faisaient passer les mêmes évaluations, mais à des moments différents de la journée. Et par la suite, ils comparaient tous les résultats obtenus sans tenir compte justement du fait que ça s'était passé à des moments différents de la journée. Et à partir du moment où mon HDR a été connu et qu'elle a été diffusée, ils se sont rendus compte qu'ils avaient tort. Parce qu'on n'a pas du tout la même capacité d'avoir les résultats quand on les fait le matin que quand on les fait justement en début d'après-midi. Or, c'était le cas. Et donc, la plupart de ses collègues ont changé par la suite leur protocole en tenant compte de ces moments-là. Donc, c'est vrai que ces recherches-là, elles sont utiles, mais à condition qu'on les connaisse et qu'on prenne le temps de se poser les bonnes questions par rapport à elles. Alors après, à cette époque-là, je travaillais donc déjà beaucoup avec le ministère Jeunesse et Sport, puisque c'est eux qui avaient signé une convention avec moi pour faire le suivi évaluatif de l'école TEN. Et en 1994, j'ai participé à la création d'une mallette pédagogique que faisait le ministère Jeunesse et Sport. Dans cette mallette, j'ai rédigé 2 fiches thématiques, une qui portait sur les activités artistiques et culturelles
en lien avec les activités scolaires, et puis l'autre qui portait sur justement les rythmes de vie, le sommeil, etc. Savoir sur l'enfant. Participer à cette idée qui avait été faite, cette pédagogique, en insistant beaucoup sur le rythme de vie de l'enfant et sur son rythme veille-sommeil en particulier. Donc ça a été encore un moment important pour moi. Et quand en 1995, Guy Drut a été chargé par Jacques Chirac de mettre en place la première réforme des rythmes scolaires, s'est créé rapidement ce fameux CESARS. Et en fait, les gens avec qui je travaillais au ministère de Jeunesse et Sport, il y avait Chantal de Linares, il y avait Francine Labadie, je l'ai connue à ce moment-là également, il y avait Arnold Debac, il y avait, voilà, il y avait un certain nombre de personnes avec qui je travaillais de manière proche, m'ont dit il faut absolument que tu sois membre du César, parce que ton expertise doit être prise en compte dans ce cadre-là. Et donc, j'ai été invitée par Guy Drut à participer à ce César. Et c'est vrai que c'est intéressant pour moi, parce que ça m'a permis de voir un peu tous les projets qui se construisaient, qui se mettaient en place au niveau du pays. Et c'était intéressant de voir comment les choses se construisaient. Alors effectivement, il a changé de nom. Il est passé de Césars à Césareux. C'est pas pour rien. C'est parce que je ne cessais de dire, et je le dis depuis toujours, que rythme scolaire, ça n'a pas de sens. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est comme ça. Pour moi, ça n'a pas de sens parce qu'on a l'impression que c'est scientifique alors que ça n'a rien de scientifique. En fait, le terme même, rythme scolaire, il date des années 70-80. C'est à ce moment-là qu'il y a eu un véritable bouillonnement intellectuel dans le pays à la suite des premières expériences des années 50-60 qui ont validé l'existence des rythmes biologiques chez tous les humains et même chez tous les êtres vivants, ce qui a donné naissance à une nouvelle science qu'on appelle aujourd'hui la chronobiologie et qui a été reconnue par l'Académie des sciences. Et en fait, ce bouillonnement intellectuel, il venait de ce que l'on se demandait si finalement les emplois du temps scolaire respectaient suffisamment bien les rythmes de vie des enfants et leur rythme biologique. Et donc la concaténation de ces termes a donné lieu à ce terme rythme scolaire, qui est né à ce moment-là et qui est né au moment où il y a eu un conseil économique et social qui s'est tenu uniquement sur ce thème-là pour réfléchir à de nouveaux emplois du temps scolaire. Donc c'est vrai que c'est un terme que je n'aime pas trop parce que finalement on en oublie ce que c'est qu'un rythme véritablement. Or un rythme, ça a une définition. C'est un événement qui se reproduit à l'identique en fonction d'une certaine périodicité. Dans le scolaire, il n'y a rien qui se reproduit à l'identique avec une certaine périodicité. Donc c'est pour ça que je préfère parler des temps scolaires et que quand moi je parle des contrats que je fais, c'est un aménagement des temps de l'enfant. Et en fait, ça permet de montrer que tous les temps sont aménageables, tous les temps de la journée, et devraient l'être pour véritablement que l'enfant soit dans le meilleur bien-être possible pour que ses apprentissages se fassent correctement. Il y a d'autres termes que j'élimine aussi de mon vocabulaire. Je vous le dis tout de suite. Je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez conscience de ce que le temps strictement scolaire, qui est aujourd'hui de 864 heures annuelles, il représente moins de 10% du temps de vie total de l'enfant. C'est moins de 10% de son temps de vie total, puisque le temps de vie total d'un enfant, c'est 24 heures multipliées par 365 jours, soit 8760 heures sur une année. Et pourtant, on a l'impression que l'enfant est toujours dans le scolaire. Il y a les temps scolaires, évidemment. Quand il mange le midi à l'école, on dit qu'il mange au restaurant scolaire, alors qu'en fait, il est municipal. Quand il fait des activités en fin de journée, on dit que ce sont des activités périscolaires. Quand il va au club sportif, on dit qu'il fait des activités extrascolaires. Et vous avez même des parents qui leur font faire du parascolaire pour être sûr qu'ils soient
les premiers en classe. Donc, on a l'impression qu'il est toujours dans le scolaire et finalement, on en oublie que tous ces autres temps sont aussi, eux, éducatifs. Et ça me dérange énormément parce que pour avoir rencontré énormément d'animateurs, à chaque fois, les animateurs me disent: «Ah mais non, nous, on n'est pas éducateurs, on est animateurs». Donc je leur demandais ce que représente éduquer pour eux. Bah, finalement, ils avaient du mal à le définir et ils me disaient: «Bah, nous, on anime». Mais je dis: «Oui, mais d'accord, mais est-ce que des enfants n'imitent jamais ce que vous faites vous?» Bien sûr, la réponse était positive. Je disais: «L'imitation, c'est le premier degré de l'éducation». Donc ça m'a permis de travailler différemment avec eux et de leur faire comprendre que quand on met en place un parcours de découverte, c'est un parcours éducatif. C'est pas uniquement une activité occupationnelle, c'est un vrai parcours éducatif. Donc moi, ça fait déjà maintenant pas mal d'années que non seulement je parle d'aménagement des temps de l'enfant, mais que je parle aussi de l'éducation formelle, non formelle et informelle. Parce que ça permet de comprendre que tous les acteurs de la communauté éducative participent à l'éducation de l'enfant et c'est ce qui fait finalement le lien dans tout ce qui est coéducation. Alors dans le cadre de ce fameux César, j'avais expliqué toutes ces choses-là et c'est pour ça que ça a changé de nom par la suite, qu'on a appelé ça rythme de l'enfant et plus rythme scolaire, parce que finalement tout le monde avait été un peu convaincu que rythme scolaire et on ne savait pas trop ce qu'on mettait derrière et que scientifiquement il n'y avait pas d'études propres au rythme scolaire. Et d'ailleurs, c'est un mot qui est pratiquement franco-français, ça n'existe pas dans les autres pays. On parle de toute autre chose, on parle d'agenda scolaire, on parle de temps scolaire, mais on ne parle pas de rythme scolaire. Alors en 1995, ce César se met en place et donc je participe à plusieurs titres puisque entre 1990 et 2000, j'ai réalisé 70 formations à la demande des ministères pour des inspecteurs de jeunesse et sport, pour des inspecteurs de l'éducation nationale, pour des enseignants, pour euh, des personnels des collectivités, mais également pour des conseillers pédagogiques, etc. Donc c'était des formations et le gros intérêt de ces formations de l'époque, c'est qu'elles étaient construites en même temps par le ministère de l'Éducation nationale et par le ministère Jeunesse et Sport. C'était vraiment un travail partenarial qui se faisait. C'est d'ailleurs ce qui m'intéressait, qui m'a permis d'ailleurs de faire des formations parfois avec des IEN et des inspecteurs Jeunesse et Sport ensemble. Et c'était tout à fait intéressant. Je dois faire une parenthèse à ce propos. C'est totalement ce qui a manqué lors de la dernière réforme, où en fait on m'a demandé énormément de formations là aussi, mais toujours de manière distincte. C'était pour les agents de collectivité, pour les animateurs, pour les enseignants. C'était les inspecteurs qui me demandaient une conférence pédagogique pour les enseignants, mais jamais je n'ai eu l'occasion d'avoir comme ça des personnels mixés comme j'ai pu les avoir dans les années 90 à 2000. Et donc, comme j'avais fait toutes ces formations un peu partout en France, les communes dans lesquelles j'étais allée pour faire ces formations m'ont dit qu'elles souhaitaient que je mette en place une évaluation pour le projet qu'elles allaient construire. Et c'est ainsi que j'ai construit, moi, une équipe de recherche avec des étudiants de licence, de maîtrise, de DESS, de DEA, de psychologie. J'avais également un thésard et puis j'avais une ingénieure d'études qui a été mise à disposition de ce projet-là, qui était un très gros projet, pour pouvoir mettre en place ce programme d'évaluation pour tous les sites qui me le demandaient. En fait, nous avons suivi 11 sites qui se situaient dans le Nord, dans le Calvados, dans la Manche, en Haute-Pyrénées. Ça correspondait à 31 classes et 1300 enfants qui ont été suivis pendant 3 ans, avec un protocole très, très important, très conséquent, puisqu'on voulait vraiment toucher à tout ce qu'on estimait devoir changer pour que ce projet soit reconnu comme un nouveau projet éducatif.
Alors, je pourrais vous décrire le protocole si vous le souhaitez par la suite. Là, je dis simplement que c'était vraiment un très gros projet et qui nous a demandé quand même un travail très, très lourd avec, bien que j'ai eu beaucoup d'étudiants qui ont participé à ça, mais le travail était très lourd. Et surtout, ce qu'on a voulu, c'est que comme on n'avait pas pu avoir de pré-évaluation de ces sites pilotes, puisqu'ils se sont mis en place tout de suite, on avait donc décidé que que chacun des sites aurait un site témoin. Et on a eu la chance de trouver dans tous les départements un groupe scolaire qui acceptait d'être groupe scolaire témoin pour le groupe scolaire expérimental, qui était tout à fait comparable, sociologiquement parlant, etc. Ça, c'était intéressant. Et l'autre chose qu'on a décidé de faire également, c'est de faire des évaluations en inter et en intra chez les élèves. Je m'explique. On avait des enfants, c'est le cycle 3 qu'on avait pris, donc CE2, CM1, CM2. On a commencé en 96, on a des enfants qui étaient en CE2 en 96, qui en 98 et en CE2. Donc là, on faisait de l'intra, c'est-à-dire qu'on comparait leurs résultats entre le CE2 et le CM2. Mais de la même façon, on avait des élèves qui étaient en 96 en CM2. On a donc comparé les résultats de 98 de CM2 avec ceux, et on a fait la même chose pour les CE2 et les CM1. C'est pour ça qu'on faisait de l'inter et de l'intra. Ce qui nous a permis vraiment de montrer l'évolution à travers les 3 années, bien qu'on n'ait pas eu de niveau de base avant la mise en place de ces sites pilotes. Et puis, dans ce cadre-là, la ville de Lille avait évidemment lancé les projets et un groupe scolaire lillois qui était dans une zone en grande pauvreté, en grande difficulté, a décidé de mettre en place un site pilote et ils m'ont demandé de les accompagner pour ce faire. Alors, qu'est-ce qui a été marqueur chez eux, chez ces équipes pédagogiques de maternelle et d'élémentaire, pour mettre en place ce projet? En fait, ce qui les dérangeait beaucoup, c'est que les enfants étaient déjà plutôt en retard dans leurs apprentissages, etc. Et pourtant, il y a un absentéisme important qui commençait à se créer, tout simplement parce que à l'époque, on avait classe le samedi matin. Ça faisait déjà pas mal de temps que des enfants oubliaient de venir à l'école le samedi matin. Mais de plus, on a commencé à avoir un absentéisme le jeudi matin. Et pourquoi le jeudi matin? Eh bien, tout simplement parce que ces enfants avaient malheureusement un papa qui était chômeur depuis leur naissance et une maman qui était au foyer. Donc, c'était les enfants de 7-8 ans qui étaient les marqueurs à la maison. Ils étaient chargés d'emmener les petits frères et sœurs à l'école, tout seuls. Et donc, quand on n'a pas classe le mercredi, il n'est pas rare que le jeudi matin, on oublie de remettre le réveil et de le faire sonner pour être sûr d'être en classe à la bonne heure. Et donc, ils oubliaient de venir à l'école le jeudi matin. Donc ça a beaucoup perturbé les enseignants. Et du coup, quand ils ont mis en place ce projet, ils ont tenu compte de ça. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de cette circulaire qui est parue en octobre 95, qui disait, le 31 octobre 95, et qui disait que pour que le projet soit retenu, il doit comporter au moins 5 jours de classe. Au moins 5 jours de classe. Et donc, ces équipes pédagogiques ont dit, nous, on va en faire 6. Comme ça, les enfants devront venir tous les jours à l'école. Ils ne pourront pas oublier de mettre en place le réveil, puisqu'il faudra le mettre tous les soirs. Et c'est ce qui s'est passé. Ils avaient donc mis en place un projet avec 6 matinées. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, ils avaient 4 heures, de 8h30 à 12h30. Et le samedi, ils avaient 3 heures, de 9h à midi. Et comme l'école était à 26 heures à cette époque-là, ils ont rajouté 2 heures
le mardi après-midi pour ne pas avoir trop de jours à récupérer sur les vacances puisqu'il leur manquait quand même 1 heure. Et en fait, on a été, assez surpris de ce qui s'est passé dans l'évolution pour ces enfants. D'une part, les enfants étaient bel et bien présents, ils étaient là et donc il y avait 3 après-midi qui étaient libérés et ça faisait très longtemps que ce groupe scolaire travaillait, avec, l'association des Francas pour mettre en place des activités en partenariat et cetera et donc ce sont eux qui se sont chargés de mettre en place des activités sous forme de parcours sur ces 3 après-midi libérés. L'idée étant de faire découvrir à ces enfants de milieux populaires très défavorisés, de leur faire découvrir tout ce vers quoi ils n'auraient jamais été s'ils n'avaient pas eu ces activités-là. Et donc, c'était évidemment non obligatoire, mais ça, on ne le clamait pas sur tous les toits. Mais en fait, ce qui a été vraiment excessivement important, il y a eu 2 choses. La première année, il y a des parents dont les enfants allaient au conservatoire, allaient, aux arts plastiques, à l'extérieur de l'école. Ils allaient, il y en a qui faisaient du cheval, enfin voilà, ils avaient du judo, des activités de cet ordre payées par les parents. Et donc ces parents ont dit: «Bon, ben, nous, les activités, elles ne nous intéressent pas, on va le changer d'école». Mais finalement, ils n'avaient pas déménagé. Ils habitaient toujours le même quartier. Ce qui fait que les enfants de cette école de Comines du Rhuys rencontraient toujours ces enfants-là qui avaient changé d'école. Et quand ils leur racontaient tout ce qu'ils faisaient pendant les après-midi, entre le théâtre, le journalisme, de la vidéo, aller au musée, faire du kayak, faire de l'informatique, etc., toutes les découvertes qu'ils faisaient, ben, les autres enfants se sont dit: ben, nous, on n'en fait pas autant. Et donc, ils ont demandé aux parents de revenir dans cette école-là et dans ce groupe scolaire-là. Mais en revanche, sur ceux qui étaient restés là, il y a pas mal de parents, surtout dans les milieux défavorisés, qui ne parvenaient pas à comprendre pourquoi leurs enfants tenaient à aller à l'école les après-midi où ça n'était pas obligatoire. Parce qu'en fait, on avait décidé que les regroupements se feraient toujours à l'école, même si par ailleurs, ensuite, il y avait un déplacement pour aller au kayak, par exemple, ou pour aller au judo ou autre. C'était à l'école qu'on se regroupait. Et donc, ces parents, d'ailleurs, demandaient également au directeur d'école: «Mais ça va durer encore longtemps que les enfants vont devoir venir le mercredi à l'école?» Et le directeur répondait: «Ben oui, au moins 3 ans et puis ça continuera sûrement après. C'est comme ça maintenant». Et puis finalement, ces parents, par curiosité, ont ramené leurs enfants les après-midi où ils avaient les activités. Pas quand ils ont classe, mais quand ils avaient les activités. Parce qu'ils étaient un peu intrigués, ils voulaient savoir ce qui s'y faisait. Donc ils voulaient rencontrer les animateurs et cetera. Et dans ce groupe scolaire, la directrice de maternelle et le directeur d'élémentaire avaient pris la décision de rester tous les après-midi à l'école, ne serait-ce que pour que le partenariat périscolaire et scolaire ne soit pas virtuel, mais qu'il soit bien réel. Il y a d'autres enseignants d'ailleurs qui restaient là les après-midi aussi, pour pouvoir se rencontrer, d'ailleurs travailler en équipe, etc. Ce qui fait que les parents qui venaient ces après-midi-là tombaient fatalement sur des enseignants. Et puis des échanges ont commencé à se faire. Et puis un petit peu à la fois, les parents se sont rendus compte qu'ils avaient tort d'avoir peur de l'école, qu'elle les rejette absolument pas, qu'au contraire, elle les accueillerait volontiers. Et depuis, ce groupe scolaire, c'est une vraie ruche où les parents viennent systématiquement rencontrer les enseignants, parler de leurs enfants, etc. Ça a vraiment profondément bousculé le rapport entre les familles et l'école. Alors bien sûr, moi je les ai suivis, à la fois avec le protocole des 11 sites pilotes, ils ont eu le même protocole, mais j'ai continué de les suivre par la suite également, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, ils sont toujours dans ce projet-là, avec un petit changement qui s'est produit, pas de leur fait, mais à cause de Darcos. Et je vais vous dire comment. Et en fait, ce que l'on a constaté,
c'est que dans les 3 premières années de cette expérience, les enfants de cette école ont profondément changé, vraiment très profondément, et même beaucoup plus que les enfants des autres groupes expérimentaux dans les autres départements. Ce sont des enfants qui se sont intéressés à énormément de choses, qui se sont passionnés pour des choses vers lesquelles ils ne seraient jamais allés comme ça volontairement, vraiment passionnés. Ce sont des enfants qui sont devenus très curieux, qui aimaient l'école et qui aimaient venir à l'école, et qu'à chaque fois que je les interrogeais, me disaient: «Oh non, moi ça ne me dérange pas les 4 heures du matin». Elles étaient très bien aménagées d'ailleurs, ces 4 heures du matin. «Ça ne me dérange pas parce que je sais que l'après-midi, je fais autre chose». Et donc finalement, ils étaient très disponibles le matin, ce qui a eu des résultats forcément sur leurs apprentissages. Et à l'époque, on avait des évaluations en CM2 et en CE2, et ces évaluations, elles ont augmenté comme jamais on aurait pensé qu'elles augmenteraient aussi vite par rapport à cet aménagement qui s'était fait. Alors malheureusement, en 2008, quand Darcos a sorti son fameux décret pour supprimer le samedi matin, comme c'était la loi, ils n'ont pas été autorisés à conserver le samedi matin. Ça a été pour eux un vrai coup de couteau parce qu'ils avaient mis en place une véritable régularité. Ça faisait à cette époque-là, on est en 2008, ça faisait 12 ans qu'ils avaient mis en place cette régularité qui fonctionnait parfaitement bien, et ils avaient aussi évité le trop long week-end dont on sait les effets délétères qu'ils peuvent avoir sur les enfants. Mais ils ont été obligés de le faire, mais malheureusement également pour avoir les 24 heures qui étaient imposées par Darcos, ils ont été obligés de reprendre une deuxième après-midi pour 2 heures de classe. Donc les enfants n'ont plus aujourd'hui que ça. Ils ont 5 matinées de 4 heures, 2 après-midi de 2 heures de classe et 2 après-midi avec 2 heures de parcours de découverte, toujours avec des animateurs experts et bien formés. Ça fait donc 26 ans que ça existe. Ce projet, il est complètement pérennisé. Il n'y a jamais eu de demande de mutation de la part des enseignants. Quand le directeur est parti en retraite, et la directrice de maternelle également, ce sont des collègues des 2 écoles qui ont fait ce qu'il a fallu pour pouvoir devenir directeur et directrice pour pérenniser ce projet-là. Et ils avaient même eu autorisation de flécher les postes dès lors qu'il y avait un départ pour des raisons X ou Y, pas par mutation, mais par exemple pour suivre le conjoint qui changeait de département ou autre. Et donc à chaque fois, les enseignants qui venaient dans cette école savaient que c'était dans ce projet-là et qu'ils devaient adhérer à ce projet s'ils demandaient le poste dans ce groupe scolaire-là. Ça fait 26 ans qu'il dure, et effectivement, ça a changé complètement le climat d'école de ce groupe scolaire. Et les longues matinées, elles ont été très, très intéressantes sur les apprentissages des enfants qui aujourd'hui, c'est d'ailleurs en maternelle en particulier, ça a été amusant parce qu'il y a eu une inversion du point de vue de l'hétérogénéisation de la maternelle. C'est-à-dire que ce sont des familles de centre-ville de Lille, donc plutôt aisées, qui ont demandé à mettre leurs enfants dans cette école maternelle à cause de l'organisation qui était celle de cette école maternelle. Et donc, il y a eu une mixité qui s'est faite, une mixité sociale, mais dans l'autre sens. Et il faut savoir également que quand des enfants de 2 ans et demi de milieu familial en grande difficulté avaient une consultation de PMI et devaient rentrer à l'école, la PMI leur disait toujours: vous inscrivez les enfants à l'école de commune, parce que c'est là qu'ils démarreront bien le fonctionnement, qu'ils démarreront bien leur école. Et donc, c'est là qu'il faut les inscrire, parce qu'il y avait d'autres écoles maternelles dans le même quartier. Et finalement, c'est une école qui s'est très largement agrandie, puisqu'ils ont dû rouvrir des classes. Et aujourd'hui, il y a 6 classes de maternelle et 11 classes d'élémentaire qui tournent avec des effectifs relativement conséquents, malheureusement, mais qui tournent bien, qui tournent vraiment bien. Donc, ce projet, c'est un projet auquel j'ai toujours tenu. Et c'est d'ailleurs,
quelque chose qui est venu visiter Vincent Payon au moment de la campagne présidentielle en 2012. On m'avait demandé de l'accompagner pour lui expliquer comment on avait construit ça. Et à la sortie de l'après-midi qu'on avait passé ensemble, il m'avait dit c'est un vrai beau projet éducatif, ça. Et je me souviens lui avoir dit on peut le généraliser, hein, il pourrait se faire partout. Et finalement, quand son décret est sorti en janvier 2013, il mettait hors la loi ce projet-là, puisqu'il imposait 9 demi-journées, alors qu'évidemment, il n'y a pas 9 demi-journées dans ce groupe scolaire. Mais finalement, ils n'ont pas osé y toucher. Il a toujours eu des dérogations et il se poursuit aujourd'hui tout à fait normalement et heureusement pour eux, pour ses enfants. Alors là, nous sommes en 98. Il y a eu des changements au niveau des ministères et en particulier, c'est Marie-Georges Buffet qui avait repris le ministère Jeunesse et Sport et qui, de façon très intelligente, avait dit que l'expérimentation qu'avait lancée Guy Drut était une belle expérimentation et qu'il faudrait pouvoir la généraliser et qu'il faudrait même pouvoir la diffuser au niveau des collèges. Et c'est dans cette optique-là que j'ai travaillé avec un collège de l'Aille-les-Roses, qui était dans un quartier un peu difficile, qui avait décidé de libérer 2 après-midi pour toutes les 6e du collège. Donc, chaque élève de 6e avait une après-midi avec un parcours de découverte et puis une après-midi libérée pour faire leurs devoirs, pour avoir des aides, etc. Et donc, comme à chaque fois, j'ai mis en place un programme d'évaluation. En un an de temps, on a vu les choses évoluer pour ces élèves-là, qui se sont mis à aimer l'école, leur motivation extrinsèque, elle s'est énormément développée, vraiment. Et en fait, beaucoup d'entre eux se sont passionnés pour certaines activités qu'ils avaient dans l'après-midi, ce qui a permis aux associations de la ville de voir des élèves, des enfants venir s'y inscrire, alors que jamais ils n'auraient été s'inscrire comme ça, spontanément, dans ces activités-là. Donc ça a été très intéressant. Et puis, il y a une autre chose intéressante dans ce collège-là, c'est qu'il y a une association qui faisait de l'apprentissage de la lecture pour les adultes, qui s'était rapprochée de ce projet. Et l'idée qu'a eue le responsable de l'association, ça a été de trouver une grande salle commune pour faire dans un coin l'apprentissage aux adultes et dans l'autre l'apprentissage à la lecture des enfants. Et ça a été là aussi quelque chose qui a donné de très bons résultats, puisque bien souvent, c'était les mamans des enfants qui venaient à l'apprentissage pour adultes. Quand les enfants ont vu les efforts fournis par leur maman pour qu'elles apprennent à lire, ils ont été très, très fiers d'elles. Ils le leur disaient et ils étaient tellement contents de voir que, un petit peu à la fois, elle allait pouvoir leur lire des histoires. Et de la même façon, les mamans voyaient tous les efforts fournis par leurs enfants pour que la lecture devienne quelque chose de banal pour eux. Donc ça a duré un certain temps, assez longtemps, parce que c'était vraiment important. Mais malheureusement, le projet en lui-même, il n'a pas duré très longtemps pour une bonne raison. C'est qu'il y a des enseignants de ce collège qui se sont rendus compte qu'à cause des après-midi qui avaient été libérés pour les cours, eux avaient été obligés d'étaler davantage leurs emplois du temps de travail. Donc, comme il y en a qui essayaient de tout mettre sur 3 jours, là, ils étaient obligés au moins sur 4, quand ce n'était pas 5. Et finalement, c'est eux qui ont fait pression pour qu'on revienne à l'organisation traditionnelle pour qu'ils retrouvent leur bien-être à eux sur 3 ou 4 jours simplement de cours et pas étalés comme ça sur la semaine. Et malheureusement, c'est eux qui ont gagné par rapport au bien-être des enfants et des effets que ça avait eu sur ces élèves de 6e qui démarraient le collège. D'autant qu'au départ, on voulait étaler ça au 5e dans un deuxième temps.
qui malheureusement n'a jamais pu se faire. C'est vraiment absolument dommage, mais c'est comme ça. Ce sont les adultes qui priment, visiblement. Alors, j'en arrive ensuite en 2000. Alors, en 2000, il y a eu des changements importants, puisque ce sont les CEL, les contrats éducatifs locaux, qui ont pris la place des sites pilotes. Mais nous, on a vu les changements parce que ça a réduit énormément les financements qui étaient donnés pour les CEL par rapport à ce qui était donné pour les sites pilotes. Et par exemple, pour le projet lillois, c'est la ville de Lille qui a dû compenser le manque à gagner par rapport à cette diminution drastique avec les CEL au niveau financier, sachant que la ville de Lille est obligée de rémunérer 20 animateurs sur 2 fois 2 heures toutes les semaines, ce qui est quand même un budget assez conséquent pour la ville, mais qui tient à ce projet et qui d'ailleurs avait fait un appel en 2008 pour savoir si d'autres groupes scolaires ne voulaient pas mettre en place une organisation de ce type-là. Donc elle tient beaucoup à ça et heureusement que c'est soutenu par la mairie de Lille. Mais c'est vrai que ces CEL, ils ont été mis en place, mais avec des financements beaucoup plus légers. Donc ça ne permettait pas de faire des choses hyper intéressantes. Je me souviens qu'une école m'avait dit, on a de quoi s'acheter un ordinateur et demi avec le financement du CEL. Alors qu'avec un ordinateur et demi, on ne fait pas grand-chose dans un groupe scolaire. En tout cas, de 2000 à 2011, j'ai continué de me promener en France, de travailler avec tous ceux qui me le demandaient. En fait, j'ai eu pas mal d'écrits parce que j'avais des interviews avec le monde de l'intelligence, avec Cerveau et Psycho, avec plein de revues de ce type-là, de revues scientifiques, qui voulaient que j'explique un peu comment se passaient ces contrats éducatifs. Et j'ai continué également à travailler avec les communes qui souhaitaient poursuivre dans le cadre de ces CEL. J'ai également, à cette époque-là, eu pas mal d'interventions à la télé, mais tout le monde s'y intéressait. Ça qui est assez étonnant, parce que je allais à l'émission les matins à l'auteur, la tête au carré, à plusieurs émissions sur France Culture, etc. Tout le monde s'y intéressait. Et puis quelque chose qui perdurait malgré tout de la décennie précédente, c'était cette idée de coéducation qui était importante, où on voyait que tout le monde se demandait quelle était la place de chacun, des parents, des animateurs, des intervenants extérieurs, des agents des collectivités, des ATSEM, des enseignants, etc., dans le projet qu'on était en train de monter. Et donc, c'est à ça que j'ai participé et que j'ai aidé tout le monde à monter quelque chose comme ça, un projet de ce type avec vraiment un travail en coéducation, ce que d'ailleurs j'ai fait par la suite. Pour toutes les communes que j'ai accompagnées, c'est ce que j'ai fait. Et finalement, ces années-là, j'ai continué le travail d'évaluation que j'avais pu faire et j'ai signé un contrat avec une équipe strasbourgeoise. Et ça, c'était en 2004, une équipe de Strasbourg qui voulait faire une comparaison avec des écoles ayant des organisations vraiment très différentes. Donc, c'est un projet qui était pour le CNRS, qu'on a fait sur 2 ans, qui nous a permis de comparer un groupe scolaire qui avait un CEL avec le samedi matin, un autre qui avait un CEL avec le mercredi matin, l'école de 6 jours de Lille, et puis une école traditionnelle et une école à 4 jours. Et donc, on a suivi ces écoles pendant 2 ans avec, là encore, un protocole assez fourni pour essayer de voir ce que ça donnait. En fait, ce que l'on a constaté,
c'est que les résultats étaient vraiment contre la semaine de 4 jours. C'était très clair. Le groupe lillois est un groupe dans lequel la régularité pour le sommeil était la meilleure. Et de fait, les parents nous disaient eux-mêmes, oh ben de toute façon, quand il rentre le soir, on n'a pas besoin de le bercer pour aller le coucher, il va se coucher. Comme effectivement, ils avaient des journées quand même assez chargées, bien qu'ils ne se soient jamais plaints de fatigue supplémentaire, ils allaient se coucher tôt et ils faisaient une bonne nuit. Donc la régularité du sommeil était la meilleure là. C'est aussi là qu'on a eu les enfants qui, sur le plan psychologique, étaient le plus développés, j'ai envie de dire. Ils avaient développé une sacrée curiosité par rapport à tout ce qui était inconnu pour eux. C'était des enfants qui étaient très assertifs. C'était des enfants qui s'étaient autonomisés dans pas mal de prises de décision, etc. Ce qu'on n'avait pas forcément dans les autres groupes scolaires. Mais ce qui a été frappant dans cette expérience-là, c'est que c'est vraiment l'école qui était à 4 jours qui avait les plus mauvais résultats pratiquement dans toutes les épreuves qu'on avait mises en place. Et je crois que Darcos n'a jamais lu ça, parce que je pense qu'il n'aurait pas imposé la semaine de 4 jours comme il l'a fait en 2008, malheureusement. Donc ça, c'est un des projets auxquels j'ai participé encore en partenariat avec ce groupe strasbourgeois, et c'était en 2004-2006. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu après 2004-2006? J'essaye de réfléchir à mon historique. C'est un peu plus tard. C'est en 2011. J'ai été contactée par des communes qui n'avaient pas voulu que leurs écoles passent à 4 jours, en tout cas que certaines de leurs écoles ne passent pas à 4 jours, et donc me demandaient de participer à un programme d'évaluation que cette fois j'ai mis en place avec un collègue d'Angers, Christophe Boujon, qui était prof à Angers. On a construit ensemble ce programme d'évaluation qui concernait des écoles qui étaient sur Angers, La Roche-sur-Yon, sur Brest, sur Nevers et puis sur Lyon, et qui avait mis en place une organisation particulière sur 9 demi-journées. Donc ça, c'est pratiquement, par rapport à l'époque que vous m'aviez demandé, le dernier travail que j'ai fourni en évaluation. Mais en fait, quand je mets bout à bout toutes les évaluations que j'ai pu faire, il y a une chose qui transparaît systématiquement. C'est que là où finalement on voit des enfants qui finalement évoluent, mais dans de bonnes conditions, évoluent bien, n'ont pas une trop grande fatigue, etc., c'est là où il y a eu soit une après-midi, soit 2 après-midi, soit 3 après-midi comme à Lille, libérés. Pour une raison simple, c'est qu'on sait que plus on multiplie les transitions dans la journée, et plus c'est une source de fatigue pour les enfants. Donc ça, c'est ce que je n'ai pas arrêté de dire dans le quinquennat précédent, en expliquant à quel point cette multiplication de transitions, elle fatiguait les enfants. C'est en partie pour ça que la réforme n'a pas réussi. Et en fait, j'ai beaucoup de communes qui ont adopté l'organisation que moi je proposais, en insistant aussi sur autre chose, c'est que c'est le matin que les enfants sont le plus disponibles. Et ça, on le sait depuis longtemps, puisque quand Jules Ferry a mis en place les écoles, il travaillait avec un psychologue qui s'appelait Binet, et ce psychologue avait fait des expériences déjà à l'époque pour voir quels étaient les meilleurs moments de la journée, pour que les dictées soient bien faites, pour que les mathématiques soient bien apprises, pour que l'histoire géo soit bien apprise, etc. Et lui-même avait démontré que c'est toujours le matin que ça se passe le mieux. Et c'est complètement lié au fonctionnement de nos rythmes biologiques. Et c'est pour ça que je ne commence jamais un projet sans faire une formation de tout le monde sur la connaissance des rythmes biologiques.
C'est à partir de ça qu'on peut bien aménager les temps. Tant qu'on ne les connaît pas, eh ben, on fait n'importe quoi et ça a été le cas. Et donc finalement, moi, j'ai toujours proposé des matinées plus longues parce que le gros intérêt de ces matinées plus longues, c'est qu'elles permettent de surtout ne pas faire que des maths et du français, même si un ministre précédent prétendait que c'était les matières fondamentales. Moi, je considère que toutes les matières sont fondamentales. Ne serait-ce que parce que dans pas mal d'études de psycho, on a montré qu'on n'apprend pas à lire et écrire qu'en maths et en français, que toutes les autres matières servent à ça également. Donc, on doit les valoriser tout autant. Et donc, ce que j'expliquais aux enseignants avec lesquels je travaillais, c'est qu'il faut que quand ils ont des matinées plus longues, ils fassent des alternances de séquences pédagogiques. C'est-à-dire que s'il y a un moment un peu abstrait, ça doit être suivi par quelque chose où on fera appel à la créativité ou bien à la motricité, et on pourra revenir à quelque chose de plus abstrait. Donc, tous les enseignants avec lesquels j'ai travaillé ont construit des emplois du temps de cette sorte-là, et tous m'ont dit qu'effectivement, ça a maintenu la disponibilité des enfants et que finalement, ça permet aussi de faire des liens entre ces disciplines. Et dans certains cas, ça a rendu confiance à certains enfants, parce que quand on fait musique le matin, quand on est tous disponibles pour écouter ce que joue à la flûte un élève ou quoi que ce soit, eh ben, on peut repérer qu'il est plutôt expert dans ce cadre-là, que quand on le fait à la dernière minute en fin de journée, quand tout le monde en a marre et que plus personne n'y fait vraiment attention. Donc, en revalorisant ces matières, on a aussi redonné confiance à certains enfants en eux par rapport au fait qu'ils sont plutôt experts en art plastique ou bien en musique ou bien dans la découverte du monde, etc. Et ça, c'est très intéressant. Et toujours en 2011, dans le même cadre, j'ai participé à la construction d'un nouveau projet à Lomme, qui est une ville à côté de Lille, où là, un groupe scolaire voulait mettre en place une nouvelle organisation également. Et finalement, ayant visité celle qui se faisait à Lille, il m'avait dit, c'est ça qu'on veut. On veut mettre en place la même organisation qu'à De Comines-du-Ruy et on va travailler à ça. Et donc, c'est ce projet-là qu'on a construit, qu'on a monté. Et ce qui a été très intéressant, c'est que j'ai poursuivi l'évaluation dans ce groupe scolaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que en maternelle, les enseignants me disaient, on s'est rendu compte qu'on est allé beaucoup plus vite dans les apprentissages grâce à ces matinées plus longues, qu'on ne le fait toutes les autres années. Et en élémentaire, tous les enseignants me disaient, on a retrouvé l'essence même de notre métier. Parce qu'en fait, en valorisant ces disciplines qui autrement étaient considérées comme secondaires, elles se sont rendues compte qu'étant polyvalentes, eh ben, ça avait renforcé cette polyvalence-là et ça avait un sens. Dans un autre cadre, j'avais travaillé sur les transferts d'apprentissage dès la maternelle et donc j'expliquais aux enseignants que quand se suivent des disciplines qu'on croit être très, très différentes, c'est important de montrer les liens qui peuvent exister entre ces disciplines. Quand on passe des maths à la musique, eh ben, on va compter, on a compté et on va continuer de compter. Quand on revient de la natation, où on a fait des longueurs de piscine, etc., et qu'on va faire des maths, c'est pareil. On a compté, on peut transformer les mètres en décimètres, en décamètres, etc. Et donc, à chaque fois, on fait des liens. Et finalement, les enseignants se sont bien rendus compte qu'effectivement, ça amène les enfants à faire des transferts d'apprentissage entre ces fameuses disciplines, ces disciplines qu'on appelle souvent très différentes, qui ne le sont pas tant que ça finalement. Donc, ça, c'est le tout dernier projet que j'ai monté. Et malheureusement, à cause du décret Payon sorti en 2013, il n'a pas réussi à être conservé parce que lui, il était nouveau. Celui de Lille, il était ancien, donc il a pu le conserver. Mais là, il n'a pas pu le conserver. Mais la ville de Lomme est toujours à 4 jours et demi, avec une seule après-midi qui est libérée et des matinées plus longues qui sont au moins de 3h30 dans toutes les écoles. Et ils sont toujours à 4 jours et demi.
Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces années à la fois d'expertise, d'évaluation, de participation à la construction des projets, etc. Mais j'insiste sur le fait, la chose la plus importante, c'est d'abord de former tous les intervenants, quels qu'ils soient, à la bonne connaissance des rythmes biologiques des enfants. C'est la première chose à faire. C'est ce que j'ai fait partout où je suis passée, que ce soit les ATSEM, que ce soit les animateurs, les parents, bien évidemment, les enseignants, tout le monde a reçu ces formations-là, parce que c'est là qu'on voit à quel point il est important d'aménager tous les temps de la journée, parce que le temps méridien, par exemple, il doit être aménagé, en particulier aussi, et personne ne le fait bien souvent. Donc, c'est à travers les rythmes biologiques qu'on peut le prouver, et c'est maintenant ce qui fait que les communes que j'ai accompagnées restent à 4 jours et demi parce que tout le monde en est absolument satisfait. Et c'est bien dommage que tous les enfants n'en profitent pas. Voilà ce que j'avais à vous apporter cet après-midi, et puis je suis tout à vous pour toutes les questions que vous aimeriez me poser, si vous en avez. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, on va peut-être donner la parole dans un premier temps aux personnes qui étaient présentes, si vous avez des questions. Oui, il y a Dominique Ulma qui a levé la main. Non, j'ai applaudi. Non. Pardon. Merci beaucoup. Merci, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Alors peut-être, en attendant que les uns et les autres puissent énoncer leurs questions, tout à l'heure, dans la présentation, et vous l'avez reprise au début de votre intervention, j'ai évoqué ce point d'exclamation. Et au regard de votre intervention, voilà, on voit bien des tensions qui peuvent apparaître. Ici, nous sommes dans un séminaire jeunesse et sport. Est-ce que vous avez eu l'impression de dialogue entre ces deux institutions que sont l'éducation nationale et jeunesse et sport sur cette question, et au regard de votre expérience, voilà, est-ce que vous aviez l'impression que c'était les mêmes arguments, par exemple, qui pouvaient être mobilisés, qui étaient entendus, qui étaient sollicités? Alors, pendant la décennie jusqu'en 98, oui. Ça, c'était vraiment remarquable un peu partout où j'allais. Il y avait vraiment un échange très fort entre l'éducation nationale et jeunesse et sport, et des questionnements qui s'interpellaient. Enfin, c'était vraiment, vraiment très bien. Ça a été cassé en 98 à cause de Claude Allègre. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai assisté malheureusement à une conférence qu'il avait faite à destination des experts et des enseignants. Et il avait eu une parole que j'ai trouvée absolument malheureuse en disant: « Vous avez vu, on leur a repris les rythmes scolaires à jeunesse et sport. » C'est-à-dire qu'on voyait bien que voilà, c'était le conflit entre les deux, alors que Marie-Georges Buffet, elle, avait au contraire dit que cette expérience, elle était vraiment très bonne et qu'il fallait pouvoir la poursuivre. Et malheureusement, elle n'a pas eu le dessus là-dessus, puisqu'il a décidé de créer ces CEL avec une diminution drastique des moyens. Mais effectivement, voilà, c'est tout à fait dommageable, parce que autant j'ai travaillé de concert avec les différents ministères pendant la première décennie, autant là, et puis ça a été pareil sous le quinquennat de Hollande, hein, c'était la même chose. Il n'y avait pas véritablement de concertation entre ces gens-là. Il y a une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que en 95, c'était François Bayrou qui était ministre de l'Éducation nationale. Alors, sur le terrain, j'avais bien des coopérations entre l'Éducation nationale et jeunesse et sport. Mais les ministres, ils ne se parlaient pas. Hein. Bayrou, il avait envoyé un questionnaire dans toutes les familles. C'était un inspecteur jeunesse et sport qui m'avait donné le questionnaire qu'il avait envoyé,
qui leur demandait quel choix d'organisation ils auraient préféré. Je vous rappelle qu'on était à 26 heures de classe à l'époque. Hein. Et bien, dans son choix multiple, il y avait 4 jours à 6h30, tout simplement pour éviter de rattraper des jours sur les vacances. Il osait proposer 4 jours à 6h30. C'est pas resté longtemps, hein, parce qu'il y en a plein qui ont poussé des cris d'orfraie en voyant ça, en disant « mais c'est aberrant, déjà que 6 heures c'est trop long, alors 6h30, franchement, où est-ce qu'on va ?» Voilà, et donc il n'y avait pas de discussion entre les deux ministres. Mais par contre, sur le terrain, je les avais bel et bien, et c'était tout à fait intéressant justement de travailler autant avec les inspecteurs jeunesse et sport qu'avec les inspecteurs de l'éducation nationale qui discutaient entre eux, qui parlaient entre eux. Quand je dis que par la suite, je ne l'ai plus connu, ben, parce qu'effectivement, sur le terrain, tout était divisé. Et puis, le pire pour moi, ça a été la fameuse réforme dite des rythmes scolaires de 2012 à 2017, qui en fait a chargé les mairies de mettre en place les PEDT. Ça a été dramatique pour moi. Parce que quand je vois partout où je suis passée en France, ce que faisaient certaines mairies sans en discuter avec qui que ce soit. Moi, j'ai été invitée parfois par des parents pour venir faire une conférence, justement, pour un petit peu sonner les cloches. La mairie avait fait dans son coin, sur une table, son PEDT. Les parents n'étaient même pas au courant. Ils ne savaient même pas qu'il y avait un PEDT dans leur commune. Ils ne le connaissaient pas. Donc ça, c'est absolument dramatique. Et quand j'ai essayé de le faire savoir au ministre via sa chargée de mission, ça n'a jamais été transféré, quoi. Moi, je disais d'emblée que cette réforme, elle allait dans le mur, mais ça n'a pas loupé. C'était une évidence. De la même façon, pendant cette décennie-là, 90, 98, la coéducation, elle était bien là. Elle était bien présente. Et vraiment, à chaque fois, on s'inquiétait de savoir quelle est la place des parents, quelle est la place des enseignants, quelle est la place des animateurs, etc. C'était vraiment un travail partenarial qui se construisait, qui se faisait. C'est ça qui était intéressant. Je dois vous dire que dans les communes que j'ai accompagnées, j'ai demandé qu'on fasse ça. J'ai dit qu'il n'était pas question que ce soit un PEDT fait sur un coin de table, mais qu'il soit co-construit, qu'à chaque fois, il y ait la présence de tous les membres de la communauté éducative présents au comité de pilotage. C'est ce qui s'est fait, et je pense qu'en partie, c'est ce qui fait que c'est pérennisé aujourd'hui. Parce que depuis 2015, j'en ai plusieurs qui continuent de fonctionner comme on l'a fait au départ. Donc, je crois que c'est lié aussi aux politiques, hein, probablement. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça n'a pas toujours existé. Merci. Alors, vous avez... Pardon, oui. Non, il y a peut-être quelqu'un qui veut poser une question. Sinon, c'était juste, enfin, d'une certaine façon, la deuxième partie de votre réponse anticipe sur ma question, parce que je trouvais que dans votre exposé, on voyait bien vos rapports avec les enseignants, avec les écoles, avec les parents. Et j'avais un peu le sentiment que les collectivités locales, et enfin, les communes pour aller vite, étaient un peu, vous en avez peu parlé. Quelles étaient les réactions? Parce que ça avait quand même, j'imagine, des implications, à partir du moment où on modifie les horaires scolaires, ça a des implications sur les services de cantine, sur le périscolaire. Alors, à l'époque, une partie du périscolaire était encore prise en charge par les enseignants, mais il y avait quand même déjà un certain nombre de municipalités qui avaient des intervenants périscolaires. Donc, j'aimerais un petit peu savoir quelles étaient vos relations à ce moment-là, même si j'ai bien entendu ce que vous avez dit à propos de la coéducation, qui était un peu le mot d'ordre qui avait une réelle consistance quand même dans les années 90, à la différence de ce sera plus tard. Voilà. Comment est-ce que... Voilà. Moi, j'ai toujours Comment perceviez-vous les communes, finalement? Mais moi, j'ai toujours travaillé avec les communes. Hein. C'est vrai que j'en ai peut-être pas parlé,
Mais d'habitude, d'ailleurs, je suis la plupart du temps invitée par la commune et j'ai toujours travaillé avec les communes. Les communes sont complètement impliquées dans les projets que je peux construire. Mhm. C'est tellement évident pour moi que c'est peut-être pour ça que j'en ai pas parlé. C'est absolument évident. Moi, je peux vous dire que dans les dernières que j'ai faites là, en Ariège, il y a des communes qui voulaient absolument mettre en place ce que moi je proposais. Ça a obligé des changements au niveau des transports scolaires et ils ont fait bouger les horaires des transports scolaires pour pouvoir mettre en place leur projet. Donc, quand les communes sont prêtes à vraiment faire quelque chose pour le bien-être des enfants, elles se mobilisent hein, vraiment très fort. Donc, moi, c'est pas du tout, comment dire, c'est pas anachronique pour moi la commune. Hein, elle est bel et bien présente. Non, ce qui me dérangeait simplement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir chargé les mairies de faire le PEDT, parce que certaines ont cru qu'elles étaient seules à le faire. Et du coup, ça a complètement miné le système, complètement. Parce que je vous assure qu'il y en a qui faisaient ça sur un coin de table, en quelques minutes de temps, avec des aberrations d'ailleurs sur le projet, hein, qui n'avaient rien d'un projet d'ailleurs, qui était juste casé des quarts d'heure par rapport au fait qu'on regagnait 3 heures le mercredi matin, c'est tout. C'était en fait une instrumentalisation du PEDT. On avait le cadre, on avait l'élément administratif et même pour, je vois finalement pour les communes, une obligation d'en avoir un, le cas échéant. Ah bah tout à fait, pour pouvoir avoir le financement CAF, il fallait absolument qu'ils en aient un. Mais avec des aberrations aussi, parce que les textes existaient. Et je peux vous dire que j'avais été invitée, j'étais à Vichy, et là, ça n'était que des élus qui étaient présents dans la salle, des maires, des élus, beaucoup de maires étaient présents. Et puis, j'explique l'organisation que moi je propose. Et bien évidemment, nous, on n'a que des après-midi plus allégés. Donc, le parcours de découverte que je mets en place, il ne fait que 2 heures à 2h10. Il n'est jamais sur 3 heures. Et donc, j'ai tout de suite un élu qui avait réagi en me disant « Ah ben oui, mais vous n'êtes pas financé par la CAF alors, vous ne faites pas 3 heures d'activité périscolaire. » Je dis ben, « Bien sûr que si, qu'on est financé par la CAF. » Ben, il me dit « Non, vous ne faites pas les 3 heures. » Je dis « Mais où est-ce que vous avez un texte qui vous oblige à faire 3 heures ?» Alors, il me dit ah ben, « Je ne sais pas, mais nous, on nous a toujours dit qu'on doit faire 3 heures. » Et il dit « D'ailleurs, on doit chercher parfois un quart d'heure pour avoir les 3 heures. » Je dis « Mais c'est aberrant, il n'y a aucun texte qui vous l'impose. » Et finalement, c'est la directrice de la CAF qui était présente dans l'amphi qui a pris la parole et qui dit « Madame Lecomte a complètement raison. Il n'y a aucune obligation à faire 3 heures, puisque nous, notre texte CAF, il dit que nous financerons à hauteur maximale 3 heures d'activité périscolaire. Donc, si vous en faites moins, eh ben, vous êtes financé par rapport à ce que vous avez fait, mais il n'y a aucune obligation à le faire. » Donc, en fait, voilà, on imposait aux maires de faire quelque chose, mais finalement, ou bien c'était eux qui ne lisaient pas les textes, ou ils n'avaient pas les bons textes, mais en tout cas, on leur imposait des choses qui étaient aberrantes. Mais il y a d'autres choses aberrantes hein, dans cette réforme-là. Par exemple, j'avais découvert que les enseignants n'étaient absolument pas au courant des ambitions de départ de la réforme. Alors, ils étaient tous persuadés que cette réforme avait été faite pour donner des activités périscolaires aux enfants. Et quand je leur disais pas du tout, c'est absolument pas les ambitions de départ. Les ambitions de départ, c'était, de la part de Hollande, ça avait été permettre à tous les enfants une réussite scolaire plus aisée. Pour Peillon, c'était premier levier de la refondation de l'école. Et même Hérault, qui avait rencontré tous les élus, avait dit ça doit bousculer le fonctionnement de l'école, bousculer les pratiques des enseignants, etc., pour pouvoir participer à la refondation de l'école. Donc, c'était ça, cette réforme. Et j'ai plein d'enseignants qui m'ont dit on ne nous a jamais dit ça. On nous a dit que c'était pour donner des activités périscolaires aux enfants. Alors que non, c'était juste, il en fallait pour pouvoir
boucler le temps avec les temps qui étaient libérés par la matinée supplémentaire. Et ça n'a jamais été l'objectif. Ben, personne ne le savait. Personne ne le savait. Donc tout le monde l'a appris dans le cadre des conférences que moi je faisais. Et finalement, je me dis, mais qu'est-ce qui lit les textes, quoi? Parce que moi, j'avais lu tous les discours qu'avaient tenus Hollande, Peillon, Hérault, etc. par rapport à ça. Vallaud-Belkacem, elle avait beaucoup essayé de défendre la coéducation, vraiment beaucoup, mais je crois que personne ne lit ces textes-là. C'est pas possible autrement. Donc, plein d'erreurs ont été faites, et c'est pour ça que cette réforme, elle n'a pas du tout fonctionné, et c'est tout à fait dommageable. Autre chose que je voulais vous dire aussi quand même, c'est que en 2010, ça rentre un petit peu dans le cadre, en 2010, c'est Luc Châtel qui a remplacé Xavier Darcos au ministère de l'Éducation nationale. Et en fait, lui, il s'était rendu compte que les 4 jours, ça n'avait absolument pas amélioré les apprentissages des élèves, les enquêtes étaient toujours aussi mauvaises, etc. Il s'en était rendu compte. Il avait donc demandé à l'Académie de médecine de faire un rapport. Il avait mis en place un comité de réflexion sur ces 4 jours et pour revenir à 4 jours et demi, et il avait chargé une mission parlementaire de faire un rapport. Cette mission parlementaire, elle a donc entendu beaucoup de personnes, dont le directeur général de l'enseignement scolaire de l'époque, qui était Jean-Michel Blanquer. Il a été auditionné par cette mission. Le rapport, je l'ai, parce qu'on trouve tout sur Internet, donc on les a, tous ces rapports. Et que disait Jean-Michel Blanquer à l'époque? Ça, c'était en 2010. Il disait 4 jours, ça densifie beaucoup trop les journées d'apprentissage des élèves, on leur met la pression, etc. Et il disait, ce sont les adultes qui se sont entendus sur le dos des enfants. Donc, il déclare ça en 2010. Il arrive ministre en 2017. La première chose qu'il fait, c'est une dérogation pour les 4 jours. Il faut m'expliquer politiquement comment on fonctionne, parce que là, moi, c'est incompréhensible pour moi. Moi, je ne change pas d'avis comme ça. Si effectivement, j'ai toujours été contre les 4 jours et je serai toujours contre les 4 jours. On est d'ailleurs le seul pays au monde à faire. Donc oui, pour moi, les communes sont excessivement importantes parce que ce sont quand même elles qui co-signent le PEDT avec le DAZEN. Et en fait, il faut qu'elles soient persuadées. Mais là, je continue d'aller dans des communes qui font appel à moi parce qu'elles ne veulent pas revenir à 4 jours. Et j'y étais récemment, c'était en Ariège. Et là, j'avais des élus qui disaient, mais pourquoi pas 4 jours, après tout, c'est pas mal et tout. Et puis, je leur ai donné des tas d'arguments. Et par exemple, je leur disais, mais enfin, vous vous rendez compte que là, l'année prochaine, les enfants qui sont à 4 jours, ils auront 138 jours de classe sur l'année. Vous vous rendez compte à quel point on met la pression sur eux quand il faut tout faire en 138 jours, sans tenir compte de ce qu'en juin, il y a les fêtes, il y a ceci, il y a cela. Donc, c'est toujours des jours en moins. Ben, ils n'avaient pas du tout imaginé ça. Après, ça les a vraiment choqués. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible. 138 jours seulement? Je dis, oui, 138 jours seulement. Alors que partout ailleurs, dans tous les pays du monde, ils sont à 180 à 200 jours de classe. Donc, on s'étonne d'être mauvais dans des mauvais classements, mais moi, je ne suis pas du tout étonnée. Il y a une pression folle qui est mise sur les enfants. Alors, il y avait a priori M. Viennot qui souhaitait rebondir. Et puis, dans la conversation, dans le chat, il y a une des personnes qui vous a écouté et qui rebondit sur la question des communes et qui pose la question de savoir quels sont les autres arguments mobilisés par les communes au-delà du bien-être des enfants. Et donc, c'est Caroline Leboucher qui écrit et elle écrit: on a l'impression parfois que leur intérêt est financier et de la baisse des taux d'encadrement pour faire un PEDT. Donc voilà, sur des communes, et M. Viennot aussi avait une intervention.
Donc, je réponds à ça ou j'attends la question de M. Viennot? Votre micro, Monsieur Viennot. On ne vous entend pas. Vous savez que je ne vous vois pas parce que j'ai un papier là qui est sur l'écran. Vous ne me voyez pas? Non. Pourtant, je me vois parfaitement, donc je… On vous voit aussi. Non. Non, mais moi, sur mon écran, j'ai la feuille que vous aviez mis tout à l'heure. Quelle feuille? Moi, je n'ai pas mis de feuille. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette feuille? Cette réunion est enregistrée par l'hôte. Ah oui, non, vous faites sauter ça. Je crois que ça nous était donné en début de réunion pour qu'on soit prévenu. Donc, il n'y a qu'à cliquer dessus et puis on l'évacue. C'est sur votre ordinateur que vous l'avez parlé. Oui, il faut que vous cliquiez sur accepter de mémoire ou enfin pour bien signifier que vous avez pris connaissance de cet élément et ça va disparaître et vous allez avoir les différentes vignettes avec les différents interlocuteurs. Alors, j'ai quoi? J'ai continué, quitté la réunion? Non, pas quitter la réunion. Continuer? Probablement. Oui, continuez. Voilà. J'aurais dû vous le demander tout à l'heure. D'accord. Non, moi, finalement, bon, j'ai vécu, sur les PEDT, j'étais déjà en retraite, je l'ai vécu par les réactions, effectivement, de collègues. Je l'ai vécu, effectivement, avant. En fait, dans tout ce que j'ai entendu, il y a d'une part le travail sur le temps, l'organisation du temps, et vous en avez abondamment parlé. Il y a également le problème, vous abordez les problèmes des contenus. Et je dirais le temps plus les contenus, c'est également le projet de l'éducation des enfants, qui est quelque chose de beaucoup plus global que ce qui se passe dans le scolaire. Dans le scolaire, c'est l'enseignement d'abord. Et puis, il y a une partie éducation, mais l'éducation, c'est la vie de l'enfant, effectivement. Et le sens, c'est quel type on peut avoir. De nos rapports, dans mes rapports d'ailleurs, je dois dire, dans les rapports que je pouvais avoir avec nos amis de l'éducation, quand je vivais, le débat aurait pu se poser sur 3 plans. Le premier qui était finalement sur le plan du temps de l'enfant. Là, on s'était beaucoup rapprochés, on était assez proches. Le deuxième dont on pourrait parler, mais il y avait de bonnes divergences, c'est quel est le contenu éducatif du temps extrascolaire et ne pas y voir au mieux le temps d'application des apprentissages fondamentaux qu'on a eu à l'école. Là, il y avait des divergences, mais on pouvait en discuter. Et un troisième point que je n'aurais jamais même pas abordé, mes amis de l'éducation, c'est la signification et le sens qu'on pouvait accorder au discours éducatif de l'élu local. Oui. Et je dois dire d'ailleurs que dans mon village, dont j'étais premier adjoint à un certain moment, je me limiterai effectivement avec un jour, on s'était retrouvé avec la directrice d'école, etc., en faisant un petit peu un point. J'avais été frappé par la pauvreté du contenu qui se ramenait finalement autant à des problèmes purement matériels et purement scolaires, alors que notre recherche était la place et l'éducation, le temps global de l'enfant, et ce que ça pouvait apporter finalement. Tout à fait. Je dois dire, d'ailleurs, on avait eu à un moment, bon, c'était purement une année, on avait une psychologue qui avait travaillé avec, qui s'était proposé effectivement, et on avait pour des gens, des gosses qui étaient en retard, en difficulté scolaire. Et on les avait pris dans le cadre de l'aide aux devoirs, c'est-à-dire de 4h30 à 6h. Ils étaient de 4h30 à 6h. Et finalement, bon, le directeur d'école avait dit, moi, un remarquable directeur d'école qui avait dit, moi, je suis l'école,
je suis avec sympathie, je renverrai effectivement le truc, mais je ne peux pas être dedans, le cas échéant, immédiatement dedans. Mais il y avait une vision effectivement sympathique. Et on s'était aperçu de 4h30 à 6h. Bon, d'abord, quand ils avaient commencé, leurs pâtes à modeler, elles étaient mauvaises, et puis le reste ensuite à l'école, c'était mauvais, et il y avait une dévalorisation, il y avait un souci de valorisation, de reprise et de valorisation. Et puis, finalement, le temps qui était donné, 4h30, 6h, quand ils sortaient à 6h, il fallait que les devoirs soient faits. Mais le temps d'après-école, il y avait du jeu, on voulait jouer, etc. Donc, finalement, il y avait un problème d'organisation du temps, de maîtrise de leur organisation du temps. D'ailleurs, c'est à cette occasion-là qu'on s'est aperçu qu'il y en avait un ou deux qui ne savaient pas lire l'heure pour la gestion du temps. Donc, ces approches, effectivement, qu'on pouvait avoir. Et finalement, dans ce cadre-là, il y avait des outils qui leur étaient donnés, outils d'ailleurs que personnellement, j'ai toujours une très mauvaise gestion de mon temps, c'est un de mes charmes d'ailleurs. Donc, il y avait des outils effectivement comportementaux qu'ils pouvaient effectivement acquérir et qui étaient autre chose que simplement le simple apprentissage de contenu. Alors, je pense que en ce moment, finalement, dans le projet, l'idée qui était effectivement de Blanquer, qui ramenait Jeunesse et Sport également en liaison avec l'éducation, on n'a pas beaucoup avancé sur finalement cette conception globale de l'éducation avec un rôle éducatif spécifique également du temps extrascolaire, qui n'est pas au mieux, qui est complémentaire de celui de l'école, mais qui n'est pas de reprendre effectivement au mieux des activités, etc. Et ça, il y a toute une réflexion à avoir sur le sens effectivement que ça peut avoir. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Et je peux peut-être vous expliquer comment moi, je construis un projet éducatif. Parce que, effectivement, là, j'ai essayé d'aborder tout ce que j'ai pu faire dans toutes ces années, mais quand je construis, donc la première chose que je fais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je forme tout le monde à la connaissance des rythmes biologiques, pour qu'ils comprennent qu'on n'aménage pas la matinée comme l'après-midi, que le temps méridien, c'est pas sortir les ballons, c'est au contraire faire de relaxation, de la pause et de la sieste, etc. Bon, voilà, donc j'explique tout ça. Et ensuite, alors, tout dépend de la manière dont ça se passe. Je peux travailler avec tout le monde en même temps ou bien travailler de manière séparée. Mais ce que je dis constamment, c'est que les animateurs ne doivent pas se considérer comme des animateurs qui ne font que des activités occupationnelles. Tout à fait. Ça, je passe mon temps à leur dire, parce qu'ils n'en sont pas convaincus. Hein. Ils n'en sont pas convaincus. Et comme moi, je monte un parcours de découverte, je les fais construire un parcours de découverte, c'est eux-mêmes qui se rendent compte que c'est éducatif. Parce que quand on fait de l'astronomie ou quand on fait, forcément que les enfants, ils apprennent plein de choses, ils développent des compétences, ils se découvrent des potentialités qu'ils n'avaient pas, et c'est seulement à ce moment-là qu'ils prennent conscience de ça. Mais ça me demande du temps, hein, parce qu'eux sont persuadés qu'ils font une activité occupationnelle et c'est bien. Non, ça n'est pas que ça. Ça ne doit pas être que ça. Et comme nous avons un parcours de découverte sur l'après-midi, j'insiste toujours auprès des enseignants pour qu'ils connaissent ces parcours de découverte. Et j'ai dit à tous les enseignants que j'ai vus, ils ne sont pas en dehors de la globalité de l'enfant. Ils en font partie. Ce qui veut dire que quand ils acquièrent des compétences dans ce parcours de découverte, vous devez le savoir et vous devez les inscrire dans le socle commun de compétences. Et finalement, c'est comme ça que je fais les liens. Parce qu'ils sont obligés de se parler. Et je suis beaucoup pour la pédagogie explicite. Et donc, je dis aussi aux animateurs qu'il est important quand ils font, par exemple, des trucs d'astronomie. Ils font faire des dessins aux enfants qui sont souvent des figures géométriques. Et je leur dis, quand ils font ces figures géométriques, insistez sur le fait que s'ils n'avaient pas appris en classe à faire un carré, ils ne sauraient pas le faire. Il faut leur dire. Et en classe, j'ai demandé que quand ils ont fait leur parcours,
on prenne 10 minutes à l'entrée pour en discuter, pour que l'enseignant soit au courant de ce qu'ils ont fait. Et ça marche fort bien, parce que chacun s'y retrouve complètement. Mais c'est un travail à faire, parce que personne n'est convaincu de ça au départ. Tout le monde voit midi à sa porte, et puis l'autre, il se débrouille. Ben non, c'est travailler. La coéducation, ça veut dire quelque chose. C'est vraiment faire en sorte que l'enfant, il se sente accompagné éducativement par tous ces adultes qui se parlent, qui échangent, qui discutent entre eux. Et c'est comme ça que j'arrive à pérenniser un PEDT. Parce que du coup, il y a ces échanges qui sont bel et bien là et qui font que ils ne se marchent pas sur les pieds, mais ils se rendent bien compte que tout est complémentaire, quoi. Que c'est vraiment un travail complémentaire. Et quand je dis que j'aménage tous les temps, ben effectivement, moi j'aménage les temps quand il y a des enfants qui arrivent à 7h15 le matin jusqu'à ceux qui partent à 18h30 le soir. Tous les temps sont aménagés. Et c'est ça qui fait aussi qu'on n'a pas des enfants fatigués, qu'on a des enfants qui sont bien dans leur peau, on a des enfants qui se sentent bien accompagnés, etc. Et que tout le monde a une place reconnue dans le projet éducatif. Et c'est fondamental pour moi. Ça l'a toujours été. Mais j'ai vu plein de PEDT creux, vides. Vous avez juste une liste d'activités, une liste de professionnels, et c'est ça le projet, quoi. Et quand je dis, ben, et alors, ils font quoi ces professionnels avec ces activités? Ben, on ne sait pas trop. Voilà. C'est ça qui est dramatique, quoi. Alors, je n'ai pas pu faire les 36 000 communes. J'en ai fait beaucoup, mais je n'ai pas pu faire les 36 000 communes. Et c'est vrai qu'il y en a maintenant qui me disent, ah là là, si vous aviez pu venir chez moi, on aurait pu continuer. Ben oui, mais je ne pouvais pas être partout en même temps. Mais en même temps, je suis persuadée que cette réforme, elle pouvait fonctionner. Mais elle a été tellement mal portée. En fait, c'est que pour réaliser un projet, pour réaliser une action, il faut des procédures. On va avoir des procédures. On écrit des procédures. Et puis, on les écrit. On a réalisé à partir d'un esprit une action, on le concrétise et on l'a mis en œuvre. On a des procédures. Et là, finalement, on va avoir un esprit qui retrouve plus ou moins formalisé au niveau ministériel, qui se traduit par des circulaires ou par des textes. Donc, on a la procédure, et la procédure retombe effectivement sur les acteurs. Et on n'a pas l'esprit, ils ne sont pas dedans, effectivement. Donc, on va avoir des caricatures de ce qu'il peut avoir. On respecte le texte, la forme, le truc, etc. Bon, on a le projet qu'il faut monter effectivement sur un papier en préfecture, qu'il faut montrer, d'autant plus que quand je le voyais effectivement, la circulaire, quand je l'ai lu effectivement, je n'étais pas à devoir l'appliquer puisque je n'étais plus effectivement en fonction à ce niveau-là. C'était aberrant finalement quand on voyait ce qu'il pouvait avoir. Et ça prêtait à toutes les dérives. Oui, mais ça a été le cas. Vous savez qu'il y a 2 partis politiques qui m'ont demandé de former leurs élus. Ouais. J'ai 2 partis politiques qui m'ont demandé de faire la formation de leurs élus. Bien sûr. Et donc, j'en ai fait multiples à Montreuil, à Villeurbanne, enfin voilà. Je devais me déplacer pour aller dans les différents centres de formation. Mais oui, ça me paraît indispensable. Ça me paraît indispensable. Alors que ça n'a pas du tout été accompagné de cette façon-là. C'est ça qui est dramatique. Non, ça a été plaqué. Et la circulaire, c'est tombé, c'est plaqué. C'est ça. C'est comme ça. Et avec des exigences. Et puis, finalement, il y a un gros dossier à remonter. Quelquefois, il y avait quand je voyais effectivement toutes les paperasses que pouvait demander effectivement le dossier à accomplir, bon, ben, on le faisait pour faire la paperasse et pour faire le dossier. C'est vrai. C'est vrai. Et puis, de toute façon, même l'éducation nationale n'a pas accompagné. Hein. Non. Moi, j'ai bien vu que les IEN, ils n'en avaient rien à faire. C'est les inspecteurs, c'était Jeunesse et Sport qui… En 95. En 95, oui. Mais là, dans la dernière, c'était le DAZEN qui donnait son avis. Donc, c'était l'éducation nationale. Tout à fait. Mais il n'accompagnait pas. Il n'accompagnait pas.
Non, mais ne quelquefois, le pas. moteur, on le retrouvait encore à de Jeunesse et Sport sans avoir effectivement ce… Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils avaient un pied dans l'extrascolaire, un pied dans… Ils C'est avaient… vrai. Oui, c'est vrai. Oui, vous avez raison. Hein, en 95, c'était très fort, ça. Hein, parce que, mais sur le terrain, l'éducation nationale, elle était beaucoup plus mobilisée. Oui, Elle est en beaucoup plus 95, oui, mobilisée. tout Oui. à fait. Pour moi, vraiment, ça a été une différence énorme, hein, que j'ai vécue. Une différence énorme. Là, dans la dernière réforme, là, j'ai été confrontée à un DAZEN qui osait dire aux enseignants, les enseignants disaient, mais qu'est-ce qu'ils vont faire pendant 3/4 d'heure, les pauvres animateurs? Ils leur répondaient, c'est rien, on leur donnera de la pâte à sel. Le DAZEN qui se permettait de dire comme ça. Donc, c'était vraiment, on se débarrasse, quoi. Et moi, je sais que beaucoup d'animateurs m'ont remercié parce qu'aujourd'hui, ils me disent, vous avez valorisé notre profession. On se sent valorisé dans notre profession aujourd'hui parce qu'on parle aux enseignants, parce qu'on parle aux parents, parce que les enfants découvrent vraiment des choses qu'ils n'avaient pas découvertes, etc. Je dis oui, c'était l'objectif d'un projet comme celui-là. C'est l'objectif. Bien sûr. Alors, je suis désolée, j'ai oublié la question précédente. Alors, c'était dans la conversation. Alors, peut-être que Caroline Le Boucher peut la poser elle-même. Oui, je peux essayer. Attends. Je dois revenir dessus. C'était justement pour avoir les arguments par rapport aux collectivités sur l'intérêt de signer le PEDT, mais en fait, vous avez un peu répondu. C'est pas Sur très génial. l'intérêt Et c'est vrai de que signer le PEDT. ça a perdu de son sens. C'est devenu, c'est ce que vous disiez, je suis assez d'accord. C'est devenu vraiment quelque chose d'administratif qui est C'est ça. rempli pour avoir le financement et la diminution du taux d'encadrement aussi. Là, c'est vrai. Voilà. C'est ça. Mais effectivement, moi, je les ai toujours associés à ce que je faisais pour le PEDT. C'est-à-dire que je leur disais, sans vous, on ne peut rien faire. Donc, ou vous êtes d'accord pour participer à la construction, ou bien. Mais finalement, après, partout, c'était les communes qui m'invitaient. Et puis, j'insistais pour qu'il y ait un vrai comité de pilotage qui soit mis en place, qui comprenne tous les acteurs de la communauté éducative, hein, pas un mini comité de pilotage. C'est indispensable, ça aussi. Et quand je dis comité de pilotage, pour moi, ça devient un comité de suivi une fois que c'est mis en place. Si à Lille, c'est pérennisé depuis 26 ans, c'est qu'il y a toujours un comité de suivi tout le temps. Ils travaillent toujours en partenariat, les enseignants, les animateurs. Tous les trimestres, ils font un comité de suivi pour faire le bilan du trimestre. Et ça fait 26 ans que ça dure. Ça ne s'appelait pas PEDT à l'époque, mais c'était un vrai projet éducatif. Alors moi, je crois que l'intérêt quand même pour une mairie de faire un PEDT, c'est que, enfin, moi, c'est le retour que j'ai justement des élus qui ont fait ça, c'est qu'ils me disent qu'ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup moins de problèmes à l'école depuis. Parce que si le PEDT fonctionne bien, on a un climat d'école qui change fondamentalement et on s'aperçoit que ça a un effet finalement. Moi, je sais que à l'école dans le groupe scolaire de Lille, là, au départ, ils avaient beaucoup de casse parce que les enfants n'en avaient rien à faire, etc. Et grâce au projet éducatif, c'est devenu important pour eux. Et finalement, ça a complètement modifié les interventions qu'on pouvait faire dans l'école auparavant. Monsieur Viennot, on ne vous entend toujours pas. Voilà. C'est bon. Mais ce que
je veux dire, ça ne se limite pas à l'école, ça se limite effectivement quel type de jeunesse on forme, quel type, etc. On est les retombées plus tard, partout, tout le Bien temps. sûr. Moi, j'ai toujours dit que l'éducation n'a pas un coût, c'est un investissement sur l'avenir. Il se pose même en termes de communes. Je disais, quand j'allais un petit peu plus loin en tant qu'élu local, l'impact, j'allais le mettre sur les préados, ensuite, les grands scolaires ou les préados. Puis ensuite, plus les ados, quand ils deviennent plus heureux, c'est de l'accompagnement. D'autant plus que mon village, effectivement, les ados, une fois qu'ils sont ados, ils vont en études à Reims, à Lille, etc. On est à la pointe des Ardennes. À Lille, ils reviennent le week-end. Donc, c'est les aider sur des retours, des aides à projet. Parce qu'ils ont mûri, ils sont déjà préadultes, ils peuvent se prendre en charge ou monter eux-mêmes des projets en équipe. C'est vrai. Et c'est les accompagner à la limite. Mais le travail fondamental d'éducation, c'est fait avant. Oui. Oui, vous avez raison. À ça. Et d'éducation, je dirais, extrascolaire. Enfin, Oui. la définition que j'aurais un peu de l'éducation populaire, mais qui est un peu proche, c'est-à-dire permettre à chacun de se développer et s'épanouir en reposant sur ses facultés intellectuelles, sa sensibilité artistique, son habileté manuelle et ses aptitudes physiques. Le tout dans une société, c'est-à-dire par du relationnel, des prises de responsabilité et des créations. C'est une éducation choisie et pas subie, voulue, individualisée, autant par l'action que par l'apprentissage. Oui, c'est vrai. C'est Et vrai. sur la formation, je voudrais en revenir à ce que je disais, notamment quand ici je faisais participer à des actions de formation d'animateurs football de quartier. Ce que je leur disais, alors des gars qui étaient sortis effectivement du terrain, à d'autres, je leur disais, de toute façon, il y en a qui ont bien grandi, qui ont quelquefois grandi jusqu'à Polytechnique, etc., et qui se sont arrêtés. Et là, ils régressent. Le jour où vous arrêterez, vous régresserez. Mais la formation, ça dure toute la vie. Mais la formation, c'est pas des cours, des conférences, etc. C'est une lecture, une conversation, une écoute, une observation. Et vous devez avoir deux qualités. Une qui est tournée vers l'extérieur, c'est la curiosité, le goût de voir, d'apprendre de soi. Et la deuxième qui est tournée vers l'intérieur, c'est le mécanisme de digestion, c'est-à-dire de retour, d'emmagasiner, de mettre en rapport avec ce qu'on peut avoir. Bon, il y a une définition de la culture qui dit c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Je préfère une autre formule que c'est ce qui revient quand on a tout classé. C'est un mécanisme de déclic qui permet un nouvel apport, de le mettre en rapport avec ce qu'on peut avoir, avec la bibliothèque qu'on peut avoir et de l'intégrer, de le digérer. Je suis totalement d'accord. Alors, vous savez que je me suis aussi battue là, dans tous les groupes scolaires avec lesquels j'ai travaillé pour qu'il y ait des temps aux enfants où ils ont le droit de ne rien faire. Bien. Tout à fait. Ils sont tout le temps encadrés. Tout le temps encadrés. Tout à fait. Et en fait, il y a des communes qui m'ont entendu, qui l'ont fait. Et ça a vraiment été fait, quoi. Oui. Je dis, pour ça, il faut aménager des espaces parce qu'il faut qu'ils aient un coin tranquille pour pouvoir, voilà. Et donc, on en a eu plein d'enfants qui, à des moments, avaient besoin de se retirer comme ça, d'avoir ce petit coin tranquille, etc. Et puis, moi, je les ai suivis, ces enfants-là, parce que ça m'intéressait. Et j'ai prouvé que ce sont des enfants qui ont eu un esprit créatif vraiment très développé. Parce que quand ils sont là à regarder les autres, etc., il y a plein d'idées qui leur viennent en tête. Plein d'idées. Et puis qui sont très observateurs. Ils voient plein de choses que les autres n'ont absolument pas vues. Et ils sont capables de les décrire et de les donner. Donc, c'est hyper important. Mais au départ, on me riait au nez quand je disais ça. Je disais, ne rien faire, ben non, hein, ils vont s'ennuyer. Je dis, alors, c'est très bien l'ennui. On n'a jamais de temps pour soi. C'est parfait. Mais c'est parfois compliqué, hein, parce qu'il faut convaincre. C'est vrai. Mais en même temps,
c'est des choses sur lesquelles j'en suis persuadée, quoi. Je sais que ça fonctionne, que c'est un bien pour eux. Il y a plein d'enfants qui souffrent d'être tout le temps encadrés pour faire quoi que ce soit. Ils en souffrent énormément. Ils n'ont jamais de temps libre à eux, de temps pour eux. Et à chaque fois, les parents me retournent, « Oh, ben, il va s'ennuyer. » Et ben, je dis, c'est très bien s'il s'ennuie. Au moins, il aura du temps pour lui. Alors là, les parents, ça les dépasse complètement. Hein. Mais je crois qu'il y a aussi tout un phénomène qui n'existe plus par rapport à ce que je connaissais dans les années 90, c'est l'intergénérationnel. Il est beaucoup moins présent à l'heure actuelle. On essaye d'en remettre, mais dans les années 90, il y avait beaucoup de grands-parents qui venaient à l'école, récupérer les enfants, etc., et qui étaient proches des familles. Dans les zones rurales, ça existe encore. Oui. Et dans les grandes villes, ça n'existe plus du tout. Hein. Bien, merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, on va vous remercier Merci, oui. très chaleureusement pour cette longue expertise, enfin, dont vous nous avez fait part. Peut-être juste sur un point d'ailleurs, sauf erreur, vous êtes enseignante d'origine, non Vous ne l'avez pas dit dans votre itinéraire. Alors, j'ai commencé ma carrière professionnelle comme PEGC. J'étais prof de maths et de SVT dans un collège rural. Ça, c'était le tout début de ma carrière professionnelle. Et finalement, c'est comme ça que je me suis intéressée à la chronobiologie, parce que j'ai adoré enseigner les SVT. Et puis, finalement, si je me suis intéressée aussi aux problématiques de rythme des enfants, c'est que je voyais des ados qui arrivaient avec un quart scolaire à 8 heures le matin. Si j'avais maths avec eux de 8 à 9 heures, j'étais sûre de ne rien faire. Parce qu'ils n'avaient pas eu leur nuit complète. Ils s'étaient levés beaucoup trop tôt. Donc, je me bats pour ça aussi, pour que les établissements du secondaire, ils ouvrent plus tard. Donc, très bien, je vous remercie. Ta précision, c'est important pour comprendre aussi quand même un itinéraire. Merci, en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Je coupe mon micro qui fait le bruit. Et puis après.